Monsieur le ministre des Droits humains, nos remerciements vont tout droit à tous ceux qui ont organisé et facilité la célébration de la Journée internationale des défenseurs des droits de l'homme. Nous citons ici notamment le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, BCNUDH. Du 9 décembre 1998 au 9 décembre 2019, voilà 21 ans, jour pour jour, les Nations Unies ont bien voulu encourager toutes les personnes, individuellement ou en association avec d'autres, qui contribuent à la promotion et à la protection des droits de l'homme, de manière permanente ou temporaire, à titre bénévole ou salarié. On reconnaît le DDH par l'acte posé et il est défendu lorsqu'il est menacé du fait de l'acte de promotion et de protection des droits de l'homme qu'il a posé. En effet, les défenseurs des droits de l'homme travaillent souvent dans un environnement hostile et connaissent des menaces, harcèlement jusqu'au sacrifice suprême. Ils sont nombreux qui ont perdu leur vie pour la défense des droits de l'homme, notamment pendant les manifestations pacifiques en revendiquant des droits, pour leurs services rendus, même aux Nations Unies, comme les experts et les casquettes bleues fauchés sur le terrain, à cause des investigations menées pour avoir dénoncé les violations des droits de l'homme. Et les victimes collatérales sont toujours en quête de la vérité et de la justice. Excellences, honorables, distingués invités et chers collègues défenseurs des droits de l'homme, quels sont les mécanismes opérationnels pour protéger les défenseurs des droits de l'homme aujourd'hui en RDC? D'emblée, on peut dire que la situation des défenseurs des droits de l'homme a évolué de manière positive comparativement à la période de 3 ans avant les élections et une année après la tenue des élections du 31 décembre 2018. Parce que l'option politique prise face aux réclamations de la tenue des élections dans le délai constitutionnel était la répression, soit le recours à tous les moyens possibles pour la pérennité du pouvoir. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, chers membres de la société civile, distingués invités en vos rangs et qualités respectives. Je m'excuse, j'ai oublié de citer la représentante du président de la Commission nationale des droits de l'homme. Je vous prie de m'en excuser, Madame la Ministre. On m'a demandé de parler ce matin de la protection des défenseurs des droits de l'homme sous le prisme de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme. Je m'en voudrais à l'occasion de cette importante journée de ne pas rendre hommage à l'action inestimable des défenseurs des droits de l'homme en faveur qui ont, je pense, donné de leur vie et de leur liberté pour défendre les libertés fondamentales ainsi que les droits de l'homme. Les défenseurs des droits de l'homme sont ceux qui œuvrent en faveur des droits d'autrui. Maître Henri en a parlé, le modérateur l'a également souligné, il y a 21 ans, le 9 décembre 1998, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de l'homme. Et ces groupes, organes et individus se sont donnés pour mission de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnues. Il s'agit de ce qu'on appelle la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme. Cette déclaration marque un tournant en ce qu'il s'agit du premier instrument des Nations unies qui reconnaît l'importance et la légitimité du travail des défenseurs des droits de l'homme, ainsi que les droits et les responsabilités de chacun dans la protection de ses droits. La déclaration n'est pas en soi un instrument juridiquement contraignant. Toutefois, elle énonce une série de principes et de droits consacrés
dans d'autres instruments internationaux qui sont, eux, juridiquement contraignants. Définition quand il s'agit réellement d'établir et de déterminer le statut du défenseur des droits de l'homme. Qui est défenseur des droits de l'homme? Les défenseurs des droits de l'homme sont des milliers d'individus et de groupes qui plaident partout dans le monde pour le respect des droits de l'homme. Ils éduquent, sensibilisent et contribuent à rendre les gouvernements responsables de leurs actions. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Michel Force, disait, et je le cite, que les défenseurs des droits de l'homme sont des Gandhi et des Mandela. Il continue en disant également qu'ils sont des Rosa Parks et des Malala. Mais ils sont aussi de simples individus, des avocats, des militantes des droits des femmes, des leaders communautaires, des journalistes, des syndicalistes ou encore des défenseurs de l'environnement qui luttent pour reconquérir nos droits et promouvoir nos libertés. En introduction, je dirais qu'au cours de la deuxième législature de la Troisième République, entre 2016 et 2018, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a mené un plaidoyer afin de voir le Parlement adopter une loi relative à la protection des défenseurs des droits de l'homme. Toutefois, en dépit de multiples actions menées en ce sens, comme l'ont dit mes prédécesseurs, de l'appui conjugué de la société civile et du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, la dite loi n'a pas été définitivement adoptée jusqu'à la fin de cette législature. Dans les lignes qui suivent, je voudrais me proposer de donner l'état des lieux, du plaidoyer à la clôture de la législature, les défis rencontrés ainsi que les perspectives d'avenir. État de la question. Cet état de question comprend 3 points: l'élaboration de la proposition des lois et son adoption par les 2 chambres du Parlement, la présentation des différences entre textes adoptés en termes non identiques, la poursuite du plaidoyer et l'échec des efforts d'harmonisation. Élaboration et adoption de la proposition par les 2 chambres. En date du 19 décembre 1998, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 53-144, dite Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société pour promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnues. Cette déclaration, plus couramment connue comme la Déclaration des Nations relative à la protection des défenseurs des droits de l'homme, proclame, comme l'a dit le directeur du Bureau conjoint à son article 1er, le droit pour chacun, agissant individuellement ou en association avec d'autres, de promouvoir la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales au niveau national et international. En date du 4 juin 2004, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a à son tour adopté un instrument dans ce sens, à savoir la résolution 69-20, par laquelle elle demande aux États membres de l'Union africaine de prendre des mesures pertinentes en vue de la protection des défenseurs des droits humains et des libertés fondamentales. Je vais commencer par cette phrase. Cette phrase, je la considère comme une phrase fétiche, parce que c'est la dernière que j'ai prononcée lorsqu'on faisait le plaidoyer au sein de la commission RI pour la création de cette commission permanente. J'avais dit ceci exactement. Le droit de l'homme, passez-moi l'expression, est un domaine transversal qui touche tous les domaines de notre vie. Même si sa valeur ne se compte pas en milliards ou en millions de dollars, mais sa valeur est fondamentale. C'est la raison pour laquelle la Constitution de notre pays y consacre plus ou moins 80 articles. Je vais vous parler un peu de la Commission. Nous sommes 56 parlementaires, toutes tendances confondues. Nous avons subdivisé la commission en 3 sous-commissions. La première sous-commission sera chargée des droits civils et politiques, la deuxième socio-économique et la troisième les droits collectifs, et la troisième aussi va s'occuper des droits de l'homme du parlementaire. Alors nous avons choisi ce jour-là
d'être une commission apolitique. Parce que nous avions dit, la seule façon pour nous de réussir ce mandat, c'est aller au-delà des tendances politiques et de consacrer cette commission uniquement à la cause et la véritable cause, celle des Congolais. Nous attestons que ces vérités vont de soi, que tous les hommes sont créés égaux et qu'ils sont dotés de certains droits inaliénables par leur Créateur. Le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à la recherche du bonheur. Cette phrase constitue notre véritable leitmotiv. À chaque fois qu'il faudrait légiférer, qu'il faudrait proposer, qu'il faudrait réfléchir autour des lois, on pensera à cette phrase qui est une boussole solide pour les droits humains. Et cette phrase a été dite bien sûr par Thomas Jefferson. Au moment où un grand pays, les États-Unis, jetait les bases de la construction d'un État solide. Ces paroles interpellent tout le peuple congolais et surtout de ma génération. Parce qu'avant les élections, les choses se sont passées. Et peut-être même maintenant, certaines choses continuent à se passer. Il y a eu des choses terribles au pays. Des conflits interethniques, népotisme, clientélisme, anarchie, non-respect des droits fondamentaux du peuple congolais, etc. Ça nous a poussé à prendre nos responsabilités et peut-être par rapport à nous, à se présenter aux élections, à aller là où le changement s'opère. Le droit de l'homme ou le droit à la vie ne peut exister sans des hommes, des sacerdoces, sans des hommes d'apostolat, des éclaireurs, qui ont décidé de mettre leur vie entre parenthèses pour parler au nom des autres. Je pense ce matin d'heureuse mémoire à Tchebeya. Je pense à Rossi Mukendi qui de son vivant m'a donné la lourde responsabilité d'être la marraine de sa fille unique. Je pense à Paul Sapou et je pense aussi à d'autres défenseurs. Nous pouvons cogiter, nous pouvons réfléchir, nous pouvons voter et faire voter les autres des lois. Mais sans ces hommes qui constituent le courroie de transmission entre la théorie et la pratique, rien ne va se faire. Et au niveau de la commission, notre engagement, je vous l'ai dit au début, ce n'est qu'aujourd'hui que nous allons tabler sur la feuille de route, certainement qui sera votée à la plénière. Donc nous apprenons encore à nous lever et à marcher. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons des ambitions et nous avons un engagement. Premièrement, élaborer et faire voter les lois pour éviter les répressions des uns et des autres. On peut affirmer qu'il existe plusieurs lois qui protègent l'État face aux défenseurs de droits humains, mais il n'y en a pas beaucoup qui protègent les défenseurs face à l'excès des ailes de l'État et de certaines personnes. N'est-ce pas que les faits précèdent le droit? Si en réalité le fait précède le droit, alors le fait est que le peuple a soif du changement. Et le changement passe par des décisions et des réformes. Et les réformes sont faites non pas quand tout le monde est d'accord, mais quand c'est nécessaire. Et si ce n'est pas nous, c'est qui? Et si ce n'est pas maintenant, c'est quand on va le faire? Votre commission est à votre disposition. Depuis notre création, nous recevons plus ou moins 20 courriers par jour. Et là, je cite seulement les courriers, je ne cite pas les délégations. C'est pour dire qu'il y a eu un moment de blackout terrible en ce qui concerne les droits humains. Et nous décidons
ensemble avec les partenaires, ensemble avec les partenaires informels comme formels, nous-mêmes, l'Assemblée nationale, certainement les Sénats, de nous lever pour trouver précisément cette place de choix que notre Constitution offre à cette noble cause. Je vous remercie. Madame la Présidente de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, Messieurs le représentant de la Haut-Commissaire aux droits de l'homme, cher Aziz, Madame les rapporteurs de la Commission nationale des droits de l'homme, Messieurs les représentants du CESAC, Messieurs les représentants de l'INPC, des journalistes en danger et de toutes les structures de promotion des droits humains représentées ici ou non, le varel moral charrié par les instruments juridiques internationaux auxquels la RDC a souscrit sur tout ce qu'il y a de conforme à la quête de mieux vivre collectif qui font de l'action publique. Vous vous en doutez bien. C'est ce qui justifie la propagation de l'État congolais à ne trouver aucun inconvénient pour ratifier la plupart des conventions relatives aux droits de l'homme dès lors qu'elles ne sont pas en contradiction avec nos us et coutumes d'une part et avec les convictions éthiques et religieuses le plus communément partagées d'autre part. Je pose déjà ceci à liminaire parce que, mesdames et messieurs, quand je parle des coutumes, je parle des convictions religieuses, je ne cesse de les dire ici ou ailleurs. Je ne crois pas, par exemple, à l'homosexualité. Tant que je suis, moi, ministre des droits humains, on n'entendra jamais de moi une attitude à ce sens. Je pense que 99% des Congolais qui sont ici sont totalement d'accord avec moi. On ne fera jamais ce qui soit contraire à la volonté des Congolais. C'est juste à titre indicatif. C'est ainsi que, mesdames et messieurs, après la ratification de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, notre pays s'est carrément doté d'un département gouvernemental dédié aux droits humains. Les initiés en la matière le savent. Et souvent assimilé au ministère de la Justice, c'est pour question des stratégies, des politiques publiques au niveau interinstitutionnel. Le ministère des droits humains n'en demeure pas moins une administration autonome et a pour mission la protection, la défense et la protection, la défense et la promotion des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels sous toutes les coutures. Honorable Président de la Commission nationale de l'Assemblée nationale, de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, l'a dit et bien d'autres l'ont répété, les questions des droits de l'homme sont transversales. Et la tendance qu'il y a souvent quand on parle des droits humains, on regarde les arrestations, on regarde l'administration de la justice, et la vérité aussi est que dans le cas du mieux vivre collectif, l'État se devait de mieux faire. Mieux faire, je vécu cette expérience à titre personnel dans le cadre de mes études de post-universitaire à l'université de Pretoria en Afrique du Sud, où par exemple certains quartiers pauvres ne devraient pas payer de l'électricité. Les Sud-Africains le font chez eux. J'ai même vu une réalité chez les Sud-Africains. On se bat pour que, même en termes de soins accordés aux citoyens, on ne devait pas faire payer une catégorie de gens. Et je pense que dans notre pays, parce que vous êtes activiste des droits humains, parce que vous menez ces combats, en plus de grande élite et sinon de haute élite que vous avez gagné sur le plan civique et politique, menons également ces combats qui nous aidera à arriver à ce que dans certains milliers du pays, certaines catégories de Congolais soient exemptées. Ça s'appelle tout simplement la discrimination positive. J'encourage vraiment les activistes, même si mon ami Aziz n'est pas d'accord avec ces concepts, mais je pense que ces concepts, tout autant que peut nous amener au résultat escompté, nous ne pourrions que, si vous voulez, voir les choses de cette façon. Dernièrement, participer à l'examen périodique universel à Genève, j'ai reçu beaucoup de questions, notamment en ce qui concerne les industries extractives, où il y a beaucoup de violations des droits de l'homme. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que même par rapport à ce secteur, ça ne restera pas comme ça. Je proposais au gouvernement, suite à une visite que j'ai reçue d'une dame provenant, je crois, du gouvernement suisse, une ambassadrice, qui a voulu nous sensibiliser pour que la RDC adhérera au principe volontaire
de respect des droits de l'homme dans les industries extractives. Comme vous le savez, la situation est de plus pire qu'elle ne soit, parce que vous avez là-bas des enfants mineurs, vous avez des vulnérables de toutes catégories, les femmes, les vieilles personnes. Et chez les industriels, vous avez parfois des pratiques qui ne sont pas bonnes. Il suffit qu'il y ait une altercation avec des Congolais qui s'introduisent parfois par des voies qui ne sont pas indiquées dans ces installations. Il y en a qui sont tués, il y en a qui sont parfois victimes d'éboulements et personne ne déclare ça à l'opinion, ce qui est tout à fait inacceptable. Alors nous avons proposé au gouvernement la décision par la RDC à ces mécanismes qui réunit les pouvoirs publics, les entreprises et les organisations de la société civile. L'option a été levée au gouvernement, mais en même temps, je devrais harmoniser avec certains des Une question à l'honorable Christelle Kwanga. Madame, vous dirigez aujourd'hui la commission parlementaire des droits humains. Nous connaissons comment les choses fonctionnent au niveau de l'Assemblée. Quelle est votre vision particulière à la tête de cette commission? Parce qu'il semble que les politiques sont là pour leurs propres intérêts. Or, la question des droits humains, c'est pour tout le monde, la population. Alors, quelle est votre vision particulière par rapport à ça? Aussi, une recommandation, il faut aussi essayer de travailler avec les universités. Je dirige le club des droits de l'homme chez moi à l'université. Alors, j'aimerais que prochainement, vous puissiez aussi travailler avec les écoles, les universités, parce qu'il faudra aussi le dire, les droits humains doivent s'apprendre dès les bas âges. Voilà ma question. De ACRDH, Action congolaise pour le respect des droits humains. Honorable, j'ai une question, en même temps une inquiétude. Merci pour votre présentation et le courage et l'engagement que vous avez pour la cause des droits humains. Ça nous va droit au cœur et nous espérons que la Commission pourra faire à bon point son travail. Tel est notre souhait. Mais ma question est de savoir, au départ, vous êtes politique. Vous venez d'une famille politique et vous avez certainement certaines obligations ou des comptes à rendre aussi à votre famille politique pour ne pas oublier votre premier interlocuteur qui est le peuple qui vous a élu. J'aimerais savoir comment vous allez vous départager entre ces deux choix. D'une part, vous devez faire un rapport ou donner un compte rendu à votre famille politique et d'autre part au peuple qui nous sommes et qui attendons de vous une amélioration dans le secteur des droits humains. Ma famille politique et mon devoir en tant que présidente de la commission permanente. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque ma famille politique m'a désignée comme candidate à ce poste, ils se sont plaints justement chez Madame la Présidente m'a appelé pour me dire « Christelle, ta famille politique a retenu ta candidature, mais ils se plaignent, ils disent que tu es incontrôlable. Ils disent que parfois tu ne participes pas aux réunions, quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu sors et tout, mais ils s'inquiètent un peu. Est-ce que si on te met là et tout. » Pour ceux-là qui me connaissent, ils savent, il n'est pas aisé de parler de soi. Ils connaissent mes valeurs. Je ne pense pas que si dans la balance on doit mettre d'une part ma famille politique et l'autre part le Congo, que je vais choisir ma famille politique. Je ne pense pas que ça viendra un jour. Merci. Il y a mon ami, heureusement que toi et moi on se connaît. On ne se connaît pas aujourd'hui, on se connaît parce qu'on était très actifs dans les mouvements des jeunes, dans les universités. Donc vous aussi, vous me connaissez. Ma vision, vous savez comment fonctionne l'Assemblée nationale. En réalité, je suis la présidente de la commission, mais génériquement, on va m'appeler primus inter pares. Je suis juste la première d'entre les pairs, mais je ne décide pas, tout s'est fait à la plénière. Moi, tout ce que je peux faire, c'est orienter les débats, donner une direction, mais je ne peux pas dire c'est ma vision qui va primer sur les autres. C'est la raison pour laquelle, dans mon intervention, je vous ai dit c'est aujourd'hui qu'on va finir avec la feuille de route qui va nous donner justement un fondement sur lequel on va se baser pour s'exprimer ou bien pour le travail. Mais qu'à cela ne tienne, dans un pays qui a vécu un moment sombre, comme je l'ai dit, la vision, c'est tout d'abord la réparation. La vision, c'est tout d'abord le défi.
c'est vrai, je suis consciente que ce n'est pas facile, mais que c'est quand c'est difficile que ça devient intéressant. Et j'aime les défis.